Ça va être sur le même serment. Bien, alors, Monsieur Saint-Pierre, je vais vous exhiber à l'écran 2 notes aux responsables de l'observation des règles contractuelles. Une première note en date du 2 mai 2017 qui est signée par Madame Chabot et envoyée à Monsieur Frenette. Et cette note, Monsieur Saint-Pierre, reprend, quant à la signature du contrat, reprend une certaine trame chronologique et factuelle. On n'ira pas dans le détail parce que la deuxième note, elle est beaucoup plus... elle est signée par le RORC au comité de direction. Elle reprend essentiellement les mêmes propos. Okay. Je vais simplement vous amener à la page 2 de cette note, puisqu'on nomme les personnes qui ont été impliquées dans la négociation. On mentionne, donc, vous voyez ici là, un comité de lecture du contrat formé de Pierre Saint-Pierre, c'est bien vous? Oui. Vicky Maranda, Sylvie Chabot, tous trois de la gestion contractuelle, la direction de la vérification interne, la direction des affaires juridiques, et on nomme également M. Maurice Guénard, Manon Couture, Madeleine Chagnon et Jean-François Derico et Carl Malenfant, qui ont été impliqués donc pour la révision du contrat. Oui. Est-ce que là, ça vous... Tout à l'heure, il y avait une dame qui avait été impliquée, puis vous ne vous souveniez pas de son nom. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire là, quand on voit ici Manon Couture ou Madeleine Chagnon? Ou c'est peut-être une troisième personne? Madeleine Chagnon, elle était impliquée. Oui. Oui. C'est ça, je vous l'avais suggéré là, tout de suite après. Bon. Et monsieur ou maître Jean-François Derico ici, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Bon. Quelle a été son implication? À partir de quel moment? Il est engagé tout de suite quand les avocats ont tombé en grève. Les avocats du gouvernement du Québec, ils ont tombé en grève. Je ne me rappelle plus exactement quelle période, là, mais aussitôt qu'on a appris ça, M. Derico est engagé. Bon. Est-ce que Maître Derico a été impliqué dans le dialogue compétitif? Je ne me rappelle pas. Tout à l'heure, vous vous souvenez, il y avait les personnes qui étaient impliquées pour les négociations contractuelles. Il y avait des avocats. Vous m'avez dit que c'est probablement des avocats de la direction. Oui, c'était des avocats de la direction. Donc, M. Derico serait arrivé après le dialogue. Okay. Donc, ce que vous êtes certain, par contre, c'est que Maître Derico a été impliqué dans les négociations post-adjudication en 2017? Oui. Il était assis autour de la table avec vous ou il était simplement en support? Il était très présent. Il était présent presque à toutes les rencontres. À tout le moins à celles auxquelles vous assistiez? Oui. Bon. On va maintenant aller voir la deuxième note au RORC. Donc, Mme Chabot envoie une note le 2 mai 2017 au RORC. Et ensuite... Est-ce qu'on l'a coté? Non, celle du 2 mai serait cotée sous 40P 216 et la prochaine sous 40P 217. Et donc, ce qu'on voit, M. Saint-Pierre, c'est que 3 jours plus tard, c'est M. Frenette, donc qui est le RORC, qui envoie une note au comité de direction, qui reprend essentiellement les mêmes propos. OK. Et on va attendre que ça s'affiche à l'écran, pardon. Et donc, si on va voir tout de suite dans les faits saillants, on mentionne la révision de l'analyse a été réalisée au cours du mois d'avril dernier. Seul le risque définition inadéquate des clauses et des exigences du contrat restait encore à évaluer. Ce risque a été catégorisé en janvier 2015 comme étant élevé étant donné que la SAC allait transiger avec des compagnies mondiales qui ont des exigences contractuelles précises et peu flexibles. Par la suite, la société, étant confiante de trouver des avocats experts du domaine pour la soutenir, a réduit ce risque à modéré. Donc là, on est en janvier 2015. On fait référence à des avocats experts du domaine pour la soutenir. Est-ce qu'on parle de M. Derico ici à votre connaissance ou il y a eu d'autres avocats qui ont été impliqués, d'autres avocats experts qui ont été impliqués?
Je ne connais pas la réponse. S'il y a eu d'autres avocats impliqués, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas été mis au courant de ça. D'accord. Puis à ma connaissance, M. Dorico est arrivé, comme je vous ai dit, au début de la grève des avocats juristes du gouvernement. Est-ce qu'il a été impliqué avant, en 2015, je ne sais pas. Peut-être, mais ce n'est pas à votre connaissance. Non. Parfait. Et donc, c'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, le transiger avec des compagnies mondiales qui ont des exigences contractuelles précises et peu flexibles. C'est ce que vous nous expliquiez là, dans votre témoignage plus tôt. Oui. Ça faisait longtemps qu'on le savait là, que ces compagnies-là, ça sera difficile au niveau contractuel. Très bien. Donc, si on va voir la conclusion maintenant à la page 3. Pardon. Donc, on mentionne dans conclusion, on devrait lire conclusion. Suite à ces travaux, le RORC est d'avis que les risques liés à la signature du contrat sont pris en charge par la direction. En effet, la direction a mis en place une structure de gouvernance pour s'assurer que le contrat protège adéquatement la société contre les risques liés aux travaux à réaliser en partenariat avec l'Alliance et que les mesures de mitigation sont en place. Bien entendu, le risque résiduel n'est pas nul, mais est considéré faible. C'est signé par votre directrice, Madame. En fait, ça a été préparé par votre directrice, Madame Chabot, signé par Monsieur Frenette. Oui. Donc, la compréhension qu'on a de ce document, Monsieur Saint-Pierre, c'est que dans l'évaluation des risques du projet, du contrat à venir avec l'Alliance, la signature des clauses contractuelles a été le dernier risque important qui restait jusqu'à la toute fin. Est-ce que c'est votre compréhension? Oui. Et là, M. Saint-Pierre, il me resterait sur ce point-là, quand on lit les documents contractuels, pardon, pas les documents contractuels, mais les présentations, les notes au RORC, j'ai toujours de la difficulté à établir à quel moment la négociation a vraiment eu lieu. Est-ce qu'elle a eu lieu pendant le dialogue compétitif? Puis, suite à l'adjudication, il ne nous restait qu'à fermer les clauses contractuelles? Ou la négociation a réellement eu lieu suite à l'adjudication en 2017? Et là, vous nous avez dit tout à l'heure, il faudrait voir là, les clauses contractuelles pour les comparer avec le contrat cadre. Donc, je vous propose peut-être qu'on va aller voir certaines clauses ensemble. Oui. Puis vous allez pouvoir nous dire si, à votre souvenir, à votre connaissance, ces clauses-là ont été négociées à quel moment. Oui, Donc, OK. Je vais vous amener dans le contrat le contrat de service professionnel et de vente d'équipement. Et je vais vous amener, s'il vous plaît, à la page 7. Vous l'avez devant les yeux ou vous avez une copie papier également, M. Saint-Pierre. Et c'est l'article 6, ça? L'article 6. Obligations et responsabilités de la société. Exactement. Oui. Puis on fait référence ici à la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du programme de transformation. Et on vient détailler le rôle de la société comme maîtrise d'œuvre et ses différentes responsabilités. Oui. Si on descend un petit peu à 6.2, là, 6.2.1, 6.2.2, on laisse toute une série de responsabilités ici.
Si je vous suggère que ces responsabilités-là n'avaient pas été détaillées dans les documents d'appel d'offres, dans le contrat publié dans les documents d'appel d'offres, qu'elles ont été négociées par la suite, et là, je vous demanderais, le cas échéant, de me dire à quel moment elles ont été négociées, cette clause, ces clauses et ces responsabilités. OK. Je vais vous donner une précision parce qu'au niveau de la négociation du contrat de service professionnel, Oui, j'ai été beaucoup moins impliqué. d'accord. J'ai été beaucoup impliqué au niveau du contrat de licence, mais au niveau des services professionnels, beaucoup moins. D'accord. Même que ça me revient que probablement qu'il y a eu de la négociation qui s'est faite avec... Ça se négociait surtout avec LGS. Oui. C'est peut-être possible que je n'étais pas à ces rencontres-là aussi. D'accord. Si je vous pose la question de façon plus générale, Monsieur Saint-Pierre, et toujours à votre souvenir, là, Oui. quelle proportion, de façon générale, quelle proportion des clauses ont été négociées pendant le dialogue compétitif ou plutôt après l'adjudication du contrat? Je dirais que 80-90% des clauses ont été négociées après l'adjudication du contrat. Au cours de l'année, au début de l'année 2017. Oui. Si je vous amène, je vais vous amener dans le contrat cadre. Oui. Okay, donc c'est peut-être... on va revenir dans un contrat qui a été signé avec SAP, avec lequel vous êtes peut-être plus à l'aise. Oui. Contrat cadre, ça a été rapide, page 8. Vous avez la clause ici, M. Saint-Pierre, de responsabilité et indemnisation. Oui. Ici, on va voir la clause, plus spécifiquement la clause 7.1.3. Et 7.1.4, c'est la responsabilité de l'intégrateur et de l'éditeur, d'abord à la phase mise en œuvre et ensuite à la phase exploitation. Si on regarde l'éditeur, par exemple, les clauses 7.1.3.2 et 7.1.4.2, on lit que la responsabilité de l'éditeur sera limitée au montant payé par la société pour les composantes de la solution et les services de soutien technique et maintenance fournis dans le cadre du contrat de licence pendant les 24 mois précédant le manquement ou le fait générateur. Mm-hmm. Bon. Dans les contrats, M. Saint-Pierre, là, des clauses de responsabilité et indemnisation, vous avez déjà vu ça, là, ça fait partie des contrats habituellement que vous négociez. Une clause comme celle-là, comment elle se situe par rapport aux clauses que vous négociez habituellement? Est-ce que c'est une clause qui est standard, ça, ou qui est... Pas du tout. Expliquez-moi. Bien, c'est une clause qui comme elle dit, elle se limitait à la valeur des licences puis du contrat de maintenance qu'on avait avec SAP. Et qui plus est, là, on limite au paiement fait dans les 24 derniers mois. Là. Oui. Donc, vous direz que c'est une clause qui est... Qui n'est pas trop en notre faveur, mettons. Pas trop en faveur de la société. C'est pas on n'utilise pas ce genre de clause-là habituellement dans nos contrats. Mais c'était par ailleurs, M. Saint-Pierre, une clause qui était à négocier, ça. En toute transparence, elle était inscrite comme étant à négocier dans les documents d'appel d'offres. Oui. Mais ce que vous nous dites ici, c'est que le fruit de cette négociation-là, plus ou moins favorable à la société. Ou pas favorable à la société, en fait. Bien, écoutez, elle a des limitations. Quelles sont les clauses standards? Pardon? Excusez-moi. Quelles sont les clauses standards de la société généralement dans les contrats? Dans nos gabarits d'appel d'offres, si on ne parle pas de TI, c'est une responsabilité limitée. Dans le cas des TI, c'est limité à 5 fois la valeur du contrat ou c'est la clause standard qu'on utilise, que le Conseil du Trésor utilise, là, que le Conseil du Trésor nous recommande d'utiliser pour l'ensemble des ministères et organismes. Puis vous, est-ce que c'était la première fois que vous voyez une clause aussi limitative? Comme celle-là? Oui. Oui.
Je me questionne, monsieur. Surtout, excusez, Oui. surtout quand on parle du 24 mois, là. Oui. Mais je reviens sur un point dont on a discuté tout à l'heure, M. Saint-Pierre. Évidemment, c'est rien de personnel, là, on s'entend. Là. Non, non. Mais c'est le pouvoir de négociation que vous avez au début de l'année 2017. Comment vous l'évaluez, votre pouvoir de négociation à ce moment-là? Parce que vous avez choisi votre adjudicataire. Oui. Si SAP décide de bloquer, un peu comme ce que vous nous avez expliqué pour les licences tout à l'heure, Oui. si SAP ou LGS décide de se braquer, de vouloir négocier très serré, d'imposer ces clauses, quel est votre pouvoir à ce moment-là? Vous ne pouvez pas choisir quelqu'un d'autre, là, c'est ma compréhension. Vous ne pouvez pas dire, OK, mais laissez faire, on va aller avec un... Non, on ne signe pas. Pardon? On s'entend pas, on ne signe pas. C'était ça notre pouvoir. Il y a aussi qu'eux autres avaient un désir de signer. Là. Tu sais, mais une des possibilités, c'était de dire à l'Alliance, ben écoute, on s'entend pas, on signe pas. Puis ça s'est dit, là. Et Quand SAP nous a appris qu'il ne voulait pas signer, je sais que M. Malenfant était très ferme en disant, si tu ne trouves pas de solution, il n'y aura pas de contrat. Bon, la solution qui a été trouvée, c'est que SAP ne signe pas le contrat, passe par LGS. Oui, c'est ça. Mais nous autres, ça ne nous apportait pas nécessairement d'inconvénients, là. OK? On avait la licence, puis SAP avait quand même signé le contrat cadre. Ouais. C'était pas la situation idéale, là, mais c'était une façon de s'en sortir pour qu'on commence le contrat, puis que le risque était pas trop élevé, là. géré. Ouais. Je vous entends bien. Mais là, donc, vous vous retrouvez finalement, M. Saint-Pierre, comme si vous aviez une négociation avec un fournisseur unique à ce moment-là. Exactement. Puis vous ne pouvez plus faire jouer le jeu de la concurrence rendu à ce stade-là. Non. Si je vous pose la question plus spécifiquement pour ce qui est de la formule de partage de risque, qui est l'annexe G. Sous 40P 218. Ça vous dit quelque chose, la formule de partage de risque, l'annexe G au contrat qui a été signé, M. Saint-Pierre? Oui, je savais que ça existait, là. OK? Mais je n'ai pas participé à sa formulation durant l'appel d'offres. OK? Mais je savais que ça existait. Si je vous demande, là, cette négociation-là a eu lieu quand pour la formule de partage de risque? J'en ai aucune idée. Vous le savez pas? Puis j'étais pas là. Très bien. Pour ce qui est, peut-être qu'on peut... En fait, je vais vous exhiber tout de suite, M. Saint-Pierre, avant de discuter de la transaction. Je vais vous exhiber une présentation PowerPoint de l'Alliance qui porte sur les CDP. Est-ce qu'elle est datée? Oui. Le 18 octobre 2016. Non, c'est pas ça. Je m'excuse, j'ai confondu une date, ça sera pas bien là. Le 3 novembre 2016.
Parfait, parce qu'octobre, je la trouvais pas. Excusez-moi, côté sous 40P 219. Merci. Pour ma collègue, ça s'intitule Présentation LGSIB-MSAP au dialogue compétitif. Bien, alors il s'agit d'un document, M. Saint-Pierre, qui s'intitule SAC, Dialogue compétitif, SAP, Custom Development Program. Donc, on va les nommer nommer CDP. Et je vais peut-être vous amener directement à la page 5 de la présentation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre compréhension d'un CDP? C'est un service de développement que SAP offre à ses clients quand le client a des besoins bien particuliers. D'accord. Comme exemple, les points de démérite à la Société d'assurance auto du Québec. SAP n'a pas développé de logiciel qui sert à l'ensemble de ses clients, qui va être développé en fonction d'une formule de calcul de points de démérite, etc., etc. Fait que ça a été... Eux autres, ils le développent. Dans ce temps-là, ils développent un produit, puis souvent, ça peut être pour un client en particulier. Très bien. Donc, c'est pas lorsqu'on va acheter le PGI, c'est pas quelque chose que SAP a déjà là. C'est pas un module qui existe déjà dans le PGI, qui est disponible pour la société. Il faut le développer à partir de rien. Non. C'est de la programmation pure. Oui. Si vous regardez, si on prendrait la liste de prix de SAP, là, vous ne trouverez pas ce genre de produit-là. C'est du développement sur mesure pour combler des besoins spécifiques à un client particulier. Très bien. Donc, justement, on a dans la présentation ici, un CDP est un produit qui n'existe pas, est fait sur mesure, ne contient aucune fonctionnalité d'un produit SAP standard. Donc, ma compréhension, c'est que ce n'est même pas un produit SAP standard qu'on peut adapter à la société. Là, il faut vraiment le partir à partir de rien. Couvre une nouvelle fonctionnalité qui n'existe pas encore, qui peut être un add-on, une modification, une extension du standard SAP licencié séparément. Une acceptation du client 100% sur les fonctionnalités CDP n'est pas une base de données séparée, développée par les équipes de développement SAP suivant notre méthodologie. À votre connaissance, M. Saint-Pierre, est-ce qu'il y avait des CDP au moment de l'adjudication du contrat? Oui. Dans la soumission de SAP, de l'Alliance, il y en avait 3. Lesquels? Je vais vous les dire un petit peu. Sanctions, dossier médical, puis point des mérites. Est-ce que vous savez, M. Saint-Pierre, quelle était la valeur de ces CDP dans la soumission de... 5,9 millions, plus 11 % annuellement de support et maintenance. 11,05 %. Ce 5,9 millions, est-ce que ça inclut pas l'intégration? Les coûts d'intégration qui vont avec... c'est la vente du CDP, le droit d'utilisation des CDP, de ces 3 CDP-là. Donc, des frais qui sont essentiellement engagés par SAP là, pour... Oui, c'est SAP qui est développé. Est-ce que ce seront les seuls CDP qui vont être taillés sur mesure pour la société au cours de l'exécution du contrat? Non. Il y en a eu 2 autres. Lesquels? Contrôle routier qui était appelé... Un petit peu, je vais vous dire ça tout de suite.
CST, CST, Donc ça, c'est le CDP, CST, c'est pour le contrôle routier. contrôle routier, et IARP. Ça, c'était pour l'immatriculation des véhicules lourds qui vont à l'extérieur du Québec. Et pour international. Oui. Quel est le coût? Est-ce que vous connaissez le coût maintenant pour ces deux CDP qui ont été ajoutés? IRP, IRP, excusez, je vais vous donner celui-ci. CST, 1 495 000. Plus, vous êtes tantôt 11,05 de maintenance, là, qui donnait 165 198 pour support de maintenance annuelle. Puis là encore là, ça ici, c'est simplement les coûts pour l'acquisition du CDP. Ça n'inclut pas l'intégration, les frais supportés par IBM. Je ne le vois pas dans l'échéancier qui est là, OK? Très bien. Le 1 495 c'était pour le droit d'usage du CDP. Exact. Parfait. Pour ce qui est du IRP maintenant, M. Saint-Pierre. Bon, IRP, il y a eu 3 amendements. Oui. Le 6, le 15, le 33 et le 39. Bon, alors peut-être qu'on peut en exhiber... on peut peut-être exhiber la solution pour logiciel amendement 06 CDP IRP. Puis si vous le permettez, M. le commissaire, mes collègues, on va produire les 3 amendements en liasse. Oui. Sous la même cote pour gagner du temps. On n'est pas obligé de les exhiber les 3 à l'écran. Donc ça peut être sous la cote 220. Donc les amendements numéros 6, 12 et 33. Au contrat. La 39, vous ne touchez pas. Pardon? J'avais aussi 6, 12, 33, 39, c'est pas la peine. Pour la liasse, je pense. 12, Oui, 12 c'est c'est CST. CST, pardon. Ouais. Ben, je pense qu'on va, on va coter les 4 amendements concernant les CDP en liasse. Donc 6, 12, 33 et 39. Pour IRP? Non, pour CDP et IRP. Pour CST et IRP. OK, les deux. Les deux, exact. C'est 12, 15, oui, c'est ça. En fait, de mémoire, monsieur, les prix sont inscrits dans chacun de ces amendements, mais de mémoire, là, ces 2 CDP qui ont été ajoutés par amendement par la suite, quel est le coût total là, de ces... Tantôt, on a parlé de contrôle routier qui était 1 point... IRP, c'est 15,2 millions. OK. Donc, lui est autrement plus élevé, là. Oui, plus 1,2 million de support et maintenance annuelle. IRP, ce qui est... je pense que pour ce qui est de contrôle routier, on a bien établi que ce n'était pas... je vais vous poser la question. Pour ce qui est du contrôle routier, M. Saint-Pierre, est-ce que ça faisait partie de la portée des documents d'appel d'offres à l'origine? Ma compréhension est non. Ça a été ajouté par la suite par amendement. Oui. Bon. Pour ce qui est de IRP, Oui. qui est, si je ne m'abuse, International Registration Plan. Oui. IRP, est-ce que ça se retrouve, ça, dans les documents d'appel d'offres? Si on relit le document d'appel d'offres, vous allez retrouver ces 3 lettres-là à plusieurs endroits dans le document d'appel d'offres. Puis ça, je pense que c'est admis par mes collègues, M. le juge, là, puis on ne voulait pas aller voir à les pages en question, compte tenu que ça fait partie justement des modules informatiques qu'on ne veut pas rendre public pour l'instant. Mais donc, ça se retrouve déjà dans les documents d'appel d'offres. Comme je vous ai dit, là, à plusieurs endroits, on peut voir que les 3 lettres IRP sont mentionnées dans le document d'appel d'offres.
Vous avez été impliqué, vous, dans les amendements au contrat, M. Oui. Saint-Pierre? Quand on vous dit ça nous prend un amendement au contrat pour le module IRP, est-ce que vous avez une réaction? Oui. J'ai mentionné, écoutez, l'IRP est mentionné à plusieurs endroits dans le document d'appel d'offres. Pourquoi qu'on se retrouve à signer un amendement qui était le premier amendement, là, au montant de 5,9 millions? Fait que j'ai posé la question. À qui? À Mme Caroline Faulders-Busque. OK. Quelle a été la réponse là, de On n'a pas le choix. on n'a pas le choix? Hmm. Est-ce qu'il y a eu un raisonnement qui vous a été exposé en disant, ben Non. là, vous avez mentionné le montant de 5,9, mais on a vu qu'il y avait 3 amendements qui couvraient le IRP, là, Oui. la totalité étant 15 millions. Oui, c'est ça. Le deuxième est arrivé lors de la négociation de septembre 2020. Parfait. On va terminer là-dessus dans quelques minutes. Si je vous demande, M. Saint-Pierre, d'abord, pour ce qui est des CDP, qui sont des modules faits sur mesure pour la société, Oui. qui est propriétaire des CDP? Qui en détient le droit de propriété? Le code, il appartient à qui? Il appartient à SAP. Pas à la société. Non. Est-ce que, selon votre compréhension, quoi que ce soit empêche SAP par la suite, si un autre client à travers le monde avait besoin de... Vous avez parlé du volet médical ou du volet point de démérite, quoi que ce soit, de revendre Ben oui. à une autre province ou un autre, Ben oui. ça leur appartient. Oui. Malgré qu'il a été développé, je ne veux pas dire sur le bras de la société, là, mais ça a été payé, ce développement-là a été payé Ben, par la on a société. payé, comme je vous ai dit, les 3 premiers, on a payé 5,9 millions pour avoir un droit d'utilisation perpétuel de ces 3 CDP-là. La même affaire avec IRP puis CST. Là. Puis contrôle routier. Oui. Mais ce code-là, maintenant, appartient à SAP. Oui. Je vais revenir sur la transaction dont vous faites mention, là, une transaction de 2020. Vous dites que le IRP, ça a été ajouté, il y a une portion qui a été ajoutée suite à la transaction de 2020. Oui. C'est bien ça que vous me dites? Oui, ça a fait c'est l'amendement 15. Parfait. Parlez-nous un peu là, de votre implication dans cette médiation qui a mené à la transaction de 2020. OK, on m'avait demandé de rester disponible parce que il fallait s'entendre avant minuit. Là, fait qu'on m'avait demandé de rester disponible, puis j'étais chez moi. Et j'étais pas aux négociations. J'étais pas à la table de négociation, là, parce qu'on m'avait averti que je recevrais 2 ou 3 amendements. C'est ce que j'ai reçu pour jeter un coup d'œil et donner mon opinion. C'était mon implication dans cette négociation-là. Mais notre compréhension, M. Saint-Pierre, c'est que cette transaction a été signée à la suite d'un long processus de médiation qui s'est échelonné sur plusieurs mois. Là. Vous n'avez pas été impliqué dans cette... Pas du tout. Mais là, on vous dit à minuit, il faut qu'on signe, puis il faut que tu restes disponible. Bien, ce que j'ai entendu, c'est que Mme Tremblay avait donné jusqu'à minuit pour qu'on s'entende. D'accord. Mais là, vous allez recevoir des amendements, puis Oui. quoi, vous devez, en l'espace de... Quelques minutes, donner mon opinion sur ces 3 amendements-là, dont un était IRP, le 15. Puis j'ai lu rapidement, j'ai demandé un changement qui je considérais mineur. Il ne s'est pas fait, là, parce que justement, c'était mineur. Fait que c'est la seule intervention que j'ai eue dans cette négociation-là. Monsieur le commissaire, il y a évidemment un privilège relatif au règlement qui s'applique ici. Là. Je veux qu'on soit prudent. Le témoin a débuté pour dire à quel moment il a été impliqué. Je constate que c'est dans les dernières minutes. J'ai pas de problème à ce qu'il parle de la transaction. Je pense qu'il y a une entente là, pour la production de cette transaction-là. Mais quant au contenu des échanges qui ont précédé la transaction, il y a un privilège qui s'applique. Et ce privilège-là, relatif au règlement, il ne nous appartient pas seulement. Il appartient aussi à LGS, avec qui la transaction a été négociée. Et là, évidemment, LGS n'est pas là.
il ne peut pas faire ses représentations. Alors, de notre côté, notre mandat a toujours été clair, M. le commissaire, de collaborer avec la commission. On souhaite renoncer au privilège, mais il faut être deux pour renoncer au privilège. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible de... J'ai nullement l'intention d'aller là. Je pense que le point que je voulais établir avec M. Saint-Pierre, c'est qu'il avait été impliqué à la dernière à minuit moins une. Je comprends, M. Saint-Pierre, que votre... Est-ce que vous étiez dans les meilleures dispositions pour faire votre travail à la gestion contractuelle à ce moment-là? Bien, j'étais de soir chez nous, je recevais ça, puis j'avais 3-4 minutes pour... quelques minutes pour... donner votre opinion. C'est pas une situation idéale, là. De donner votre opinion sur les clauses proposées, c'était ça? Sur les clauses des amendements seulement, et non pas du contrat. Le contrat, j'ai jamais été impliqué dedans. Bon, ben, le contrat... La transaction. La transaction, appelons le même, là. Ça, j'ai jamais été impliqué là-dedans. Okay. Mais la transaction, justement, là, vous êtes à la gestion contractuelle, il y a eu tout un processus d'appel d'offres, puis là, en 2020, on signe une transaction. Oui. Est-ce que c'est discuté, ça, ouvertement, publiquement, au sein de la société? Est-ce que la direction de la gestion contractuelle est impliquée? Non. Non. Qui est responsable? Moi, en tout cas, la gestion contractuelle, comme je l'ai dit, j'étais impliqué seulement au niveau des 3 amendements. Les 3 amendements. Mais le processus de la transaction, là, qui en est responsable de cette négociation-là? Bien, c'est M. Malenfant. Est-ce que c'est un processus qui est ouvert à la société ou c'est un processus qui est fermé, confidentiel auprès de M. Malenfant? C'était extrêmement confidentiel. C'était extrêmement confidentiel? Oui. Puis évidemment, vous êtes au fait, M. Saint-Pierre. Ça, est-ce que vous le savez que vous, le contenu de la transaction va venir... On a parlé tout à l'heure là, de la priorité des différents documents contractuels. Oui. Donc, le contrat-cadre et les 2 contrats qui ont été signés par LGS sont venus se mettre par-dessus les documents d'appel d'offres. Oui. Est-ce que c'était votre compréhension, la gestion contractuelle, que la transaction, elle, allait venir se mettre au-dessus de tout ça, par-dessus le contrat-cadre et les 2 contrats avec LGS? Écoutez, je l'ai vu quand vous m'avez remis le document tantôt, là, parce que j'avais jamais vu ce document-là. Vous aviez même jamais ouvert la transaction, vous? Non. Non. Très bien. Alors, je vais m'arrêter ici, Monsieur le commissaire. Je vais peut-être prendre le moment où mon confrère pose des questions pour réviser mes notes, mais ça sera tout pour moi. Parfait, merci. Compte interrogatoire. Alors, je vais tenter de me limiter à 30 minutes, Monsieur le commissaire. Évidemment, Si vous dépassez, on revient à 14 heures. Non, je comprends. On n'a pas d'autres témoins de prévus. Je comprends. À moins que vous vouliez partir pour Québec plus tôt. Là. Ça vous appartient. Et je veux éviter que mon collègue doive se rendre à Québec pour un réinterrogatoire de monsieur qui est de Québec, je pense. Oui. Vous êtes de Québec, monsieur Allez-y. Alors, sans plus tarder, monsieur Saint-Pierre, vous êtes arrivé à la fonction publique là, en gestion contractuelle des années 90, sauf erreur de ma part. Juillet 86, oui. À l'époque, le choc n'a pas été trop brutal entre le privé et le public? Un peu. Un peu. J'imagine qu'il l'a été davantage là, à l'arrivée de la LCOP, la loi sur les contrats des organismes publics, en 2009. Oui. Diriez-vous que votre tâche s'est complexifiée au fil du temps? Oui. Oui. Le nombre de règles que vous devez appliquer à la direction de la gestion du contrôle et de la gestion contractuelle s'est considérablement complexifié. Oui. A été, évidemment, au fil du temps, il y a eu des couches qui se sont ajoutées là, à ce que vous devez appliquer quotidiennement. C'est exact. Oui. Et j'ai raison de dire que le rôle aussi de la direction, de votre direction, a évolué aussi dans le temps, parce qu'au début, il y avait moins de règles. Là, on assiste évidemment à plus de règles à appliquer et forcément, ça vous met en porte-à-faux parfois avec des clients internes. C'est exact? Oui. Donc, vous venez négocier avec des clients internes qui ont des préférences, qui ont des souhaits, vous le savez, ça? Oui. Donc, quelqu'un qui va acheter, par exemple, un véhicule ou qui veut acheter une flotte d'équipements
souvent, ils ont des préférences parce que historiquement, cette flotte était bien intégrée dans leurs pratiques et dans leurs opérations. Oui. Donc, votre rôle à la direction, là, si vous me corrigez-moi si je me trompe, là, mais c'est aussi d'être un peu le rempart entre les préférences des clients internes et l'application des règles que vous devez évidemment compléter. Et j'ai raison de dire que lorsque vous constatez qu'il y a un enjeu, est-ce que la question est escaladée à ce moment-là? Est-ce que vous en remettez à votre supérieur immédiat? Oui. Oui. Puis s'il y a un enjeu juridique, à ce moment-là, la direction des affaires juridiques est impliquée? Oui. Et donc, dans l'exécution de vos fonctions, là, c'est très clair pour vous, là, M. Saint-Pierre, que lorsqu'il y a un enjeu juridique ou lorsqu'il y a un enjeu que vous n'avez pas à résoudre dans le cadre de vos discussions avec le client interne, vous devez escalader là, cette question-là. Absolument. Il n'y a pas juste dans votre fonction que ça s'est compliqué, sur le marché aussi. Les fournisseurs se sont sophistiqués au fil du temps, ils sont rendus plus difficiles à aller chercher. On a de la misère à avoir des soumissionnaires à nos appels d'offres. Est-ce que mon énoncé est exact? Parlez-vous de services professionnels là, ou si vous me parlez d'acquisition de biens? De façon générale, dans votre pratique courante, là, diriez-vous que le nombre de soumissionnaires dans le cadre des appels d'offres est plus restreint? Au niveau service professionnel, c'est difficile pour moi de vous amener une réponse parce que j'ai jamais touché à ce genre de contrat-là. Vous avez fait beaucoup plus d'approvisionnement que de services professionnels. Oui. En approvisionnement, est-ce que cet énoncé-là est exact? Non, je vous dirais que... Vous avez au niveau du choix? Oui, je dirais oui. Lorsqu'on fait affaire avec des entreprises qui sont de niveau mondial, que ce soit SAP ou d'autres fabricants de matériel informatique ou de matériel ou d'équipement, c'est exact de dire que souvent, ils ont une vision du contrat qu'ils devraient signer qui est différente de la société? Ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils passent par leur revendeur. Ils passent par leur revendeur? Oui. Mais les fabricants, eux, ne signent pas directement le contrat avec vous? C'est très rare. C'est plutôt rare. Ça vous donne la souplesse d'avoir des clauses un peu plus favorables à la société? Oui. Et je vous dis pas qu'on n'enseigne pas, là, OK? Mais il y en a qu'on signe, comme Microsoft, par exemple. OK? Microsoft est très, très spécifique là-dessus. Là. Il veut que ce soit leur contrat qui soit signé. Mais il n'y a pas beaucoup de fournisseurs là, qu'on se fait imposer ça. Là. Moins il y a de joueurs, M. Saint-Pierre, plus on est dans des entreprises où on fait face à des entreprises qui ont d'envergure mondiale, plus la société est une goutte d'eau dans l'océan des marchés. Exactement. Alors, c'est plus difficile dans ce temps-là d'imposer des clauses contractuelles restrictives ou qui seraient plus favorables à la société d'assurance auto. Les clauses de limitation de responsabilité, comme on a lu tout à l'heure, là, est-ce que est exact de dire que ces clauses de limitation de responsabilité sont de plus en plus courantes dans le marché? Vous avez cité le Conseil du Trésor qui vous propose une clause de limitation de responsabilité civile. Dans nos gabarits d'appel d'offres, dont le spécimen de contrat est joint, il y a une clause de responsabilité qui provient du Conseil du Trésor. Là. Je comprends. Parce que notre gabarit, on se rapproche. On le modifie en fonction de ce que le Conseil du Trésor nous recommande de modifier. Et le Conseil du Trésor essaie autant que possible, évidemment, j'imagine, de se coller sur la réalité du marché. Je ne peux pas vous répondre à ça. Là. Mais la limitation de responsabilité que vous avez vue dans les clauses de Conseil du Trésor, elle n'est pas nécessairement favorable à la SAC. Parce qu'on limite la responsabilité. Oui, elle a une limite. Alors, et si c'était la SAC qui choisissait, j'imagine que vous ne voudriez pas de limite de responsabilité. Oui, mais ça, là, ça a été négocié, je me rappelle de ça, ça a été négocié dans les années 90, ça, avec entre autres, IBM, puis des gros fournisseurs, des grands fournisseurs qui sont assis avec le Conseil du Trésor, puis ils ont argumenté, etc. Puis là, bien, il a résulté la clause qu'on a actuellement dans nos gabarits.
J'ai raison de dire aussi que parmi les règles que vous appliquez quotidiennement dans votre métier, puis c'était vrai en 2014, là, le contenu du contrat, lui, il n'est pas réglementé. Le contenu là, de l'éventuel contrat que vous allez conclure, là, il n'est pas encadré par la réglementation et la LCOP. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. OK. En 2014, lorsque vous débutez votre travail dans le cadre du projet CASA, de votre souvenir à ce moment-là, là, c'est le projet le plus important que vous avez vécu à la Société d'assurance auto? Absolument. Oui. En termes de valeur? Oui. C'est le projet le plus important en termes d'envergure? Oui. Qui est votre client? Parce que vous m'avez dit que votre client, c'était la VPTI lors de l'appel d'intérêt. Mais oui. L'appel d'intérêt, par exemple, là, si on prend que ça, le client, c'était les finances aussi, n'est-ce pas? C'était la VP Finance. OK, oui, oui, parce que ça touchait une... Oui, ça se peut. Okay. Donc, c'était pas juste la VPTI qui gérait le support, évidemment, de la solution informatique qui venait supporter la solution retenue, le logiciel. Le client utilisateur, c'était les l'utilisateur, c'était les finances. Oui. Puis, est-ce que dans le cadre du projet CASA, là, le nombre de clients, est-ce que vous pouvez nous le dire? Si je vous suggère que toutes les vice-présidents... C'était pour l'ensemble de la société. C'est ça. C'était tous les clients. C'était tous des clients. Exact. On couvrait l'indemne, on couvrait le permis de maths, on couvrait le finance. On a fait le tour de la société. Là. Et j'ai compris, je reviens à l'appel d'intérêt, là, que quand vous avez, après l'appel d'intérêt, constaté que les démarches se poursuivaient avec SAP, vous avez eu des craintes. C'est exact? Vous avez exprimé tout à l'heure que vous aviez un malaise. Ce qu'on a exprimé, c'est on a dit pourquoi juste avec SAP. C'est ça. Bon, puis ça a été expliqué dans la lettre. Quand on lit la lettre, ça a été expliqué même aux autres fournisseurs. Oui. OK? C'était pas mentionné SAP, là, mais OK? Donc, il y a une lettre qui a été transmise aux autres fournisseurs pour Absolument. Expliquer la situation. Oui, puis qu'on allait leur revenir. OK. Puis c'est la réponse qu'on a eue, c'est que, mais qu'on ait fini ça, on va revenir avec les 4 autres fournisseurs. Et c'est ce qui a été fait en décembre, 2014. Oui. Et après décembre 2014, lorsqu'on fait la démarche avec les autres fournisseurs, vos inquiétudes, là, à ce moment-là, sont dissipées. Il n'y avait plus d'inquiétude parce qu'on a couvert l'ensemble du marché qui avait manifesté un intérêt lors de la première étape de l'appel d'intérêt. C'est exact? C'est ça. Écoutez, puis la réponse a lieu aussi lors de la préqualification des éditeurs. On a eu 3 soumissions qui est... En effet. Merci de me le souligner. Effectivement, lors de l'appel de qualification, vous reconnaissez qu'il y a eu 2 éditeurs de solutions qui ont été choisis, Éditeur et Oracle. Oui, puis il y avait 3 soumissions. Il y a Microsoft qui avait déposé une soumission, malheureusement, ça n'a pas passé. Là. Je comprends. Lors du dialogue, M. Saint-Pierre, vous étiez présent, j'imagine, lorsque Mallette a fait sa surveillance. Mallette agissait comme vérificateur de processus. Mallette, c'est une firme comptable qui avait le mandat d'être vérificateur du processus de dialogue compétitif. Oui, vous me rappelez que, oui, effectivement, il y avait un vérificateur là, qui... Oui. Et si je vous dis que Mallette, à l'issue du processus de dialogue, à la fin du dialogue, Mallette a confirmé que le tout s'est fait de façon intègre et équitable envers tous les soumissionnaires? C'est exact, ça? Pour le dialogue compétitif? Oui. Oui. Je vais demander qu'on exhibe une pièce que j'ai transmise à mon collègue, là, qui est un extrait d'un document que mon collègue avait déjà transmis à la société. Madame la greffière adjointe, je vous demande de mettre à l'écran l'échange de courriel qu'on va coter, Madame la greffière. Sous 40P 221.
C'est un échange de courriel, Monsieur le commissaire, entre Monsieur Rodrigue Côté, Yves Frenette, il y a Marie-Josée Fournier, il y a Madame Julie Blackburn du secrétariat du Conseil du Trésor, et qui est daté de novembre, autour du mois de novembre là, 2016. Qui est M. Saint-Pierre, qui est M. Rodrigue Côté? C'était le DG. Le DG de quelle direction? Le DG, nous autres, là. De votre direction à vous, il était au-dessus de Mme Chabot, sauf erreur de ma part. Oui. Là, dans, si Oui. on prend l'organigramme, là. Oui, c'est ça. Donc, il était le supérieur immédiat de Mme Chabot, entre Mme Chabot et Yves Frenette. C'est ça. Exact? Oui. Pourriez-vous nous lire la page 4? La page 4, en bas tout à fait, là, c'est le courriel de M. Rodrigue Côté, qui est le supérieur de votre supérieure, Mme Chabot, à Julie Blackburn, qui commence par Mme Blackburn. La page 4, Mme la greffière adjointe. Page suivante. La page 4? Oui, oui, la page 4 du courriel. C'est la page 4 du courriel parce qu'il commence à la page 2. Monsieur le commissaire, je sais que... C'est pas que Mme Blackburn dit qu'on voit pas de problème avec la signature De 3 contrats. de 3 contrats. Ça, c'est Oui, clair. oui, tout à fait. Je peux bien y montrer. Moi, ce qui est Ben, important, c'est ce que Mme Blackburn répond. Puis si Mme oui. Blackburn vient témoigner, on lui montrera. Là. Tout à fait. Alors que le témoin... Non, mais je veux poser la question si c'est à sa connaissance que cette OK. démarche-là Ah oui, a été ça, faite. c'est tout à fait Monsieur légitime. Saint-Pierre, Non. est-ce que c'est à votre connaissance que M. Rodrigue Côté a fait cette démarche sur la possibilité de conclure 3 contrats distincts avec l'Alliance à la suite de l'émission du CT là, qui autorisait un processus particulier dans le présent dossier? Et la réponse de Mme Blackburn non plus, c'est pas votre connaissance. Non. Le document est très pertinent, donc déposez-le. Alors, il est déjà déposé. Il est déjà Monsieur le déposé, commissaire, parfait. 40P 221. Je me réserve, par contre, la possibilité de vous transmettre l'original parce que c'est un extrait d'un document qui avait été présenté en liasse par Maître Alexandre Thériault-Marois. Donc, je vais reproduire l'original. Monsieur le commissaire, je ferai la substitution en temps utile. Parfait. Je veux reprendre la note 40P 216. Qui est la note du 2 mai 2017. C'était ça, du 2? Exact. Donc, note au responsable de l'observation des règles contractuelles. Monsieur Saint-Pierre, est-ce que vous avez parlé, ou avez-vous le souvenir d'avoir discuté avec Mme Chabot sur la confection de cette note qu'elle écrit au responsable là, de l'observation des règles contractuelles, le RORC? Non. Non? Non. Pour l'objet en titre, la gouvernance, c'est ça, là? Exact. Non. Je vais quand même vous référer à certains extraits, puis vous me direz oui. Est-ce possible d'avoir la note? Plus bas? Oui, oui, absolument. Descendez. C'est la note dont dont le procureur de la commission, là, Maître Thériault-Marois, oui. a discuté OK. avec vous tout à l'heure, là, plus particulièrement la note de Sylvie Chabot, parce qu'il a parlé beaucoup de la note de Yves Frenette qui adresse à la haute direction, mais là, je vous parle ici de la note de votre supérieure presque immédiate, là, Mme Chabot, qui est directrice de, de la gestion contractuelle et de la conformité contractuelle. Donc, vous me dites que vous n'avez pas de souvenir avoir participé ou avoir donné des informations à Mme Chabot sur votre participation au dialogue. J'ai pas de souvenir de cette note-là. OK. Je vais vous attirer votre attention sur un extrait à la page 2. Et on va tout à fait en bas, là,
de la page. OK, parfait. Arrêtez ici. Vous avez en haut de votre écran la troisième avant-dernière puce où on voit Panorama. Pouvez-vous lire cet extrait de la note à partir de Panorama? OK. Panorama a été engagé par la DVIEP pour obtenir une assurance raisonnable que les prix négociés sont justes. Oui. La DVIEP, ça, c'est la direction de M. Pelletier? Oui, c'est ça. Donc, la firme Panorama, est-ce que c'est à votre connaissance qu'un tel mandat avait été confié à Panorama? Oui, j'ai été mis au courant de ça. Vous avez été mis au Oui. courant? Est-ce que les conclusions de Panorama vous ont été communiquées? Oui. Sur le prix juste qui aurait été négocié? Ce qui m'a été communiqué, c'est que si on réussissait à obtenir 75 d'escompte sur les licences de SAP, que pour l'envergure du contrat qu'on avait, c'était bon. C'était un bon prix. C'était un prix qui était acceptable. OK. Et la puce suivante là, qui a été abordée par mon confrère, là, vous avez mentionné les noms des personnes là, qui suivent l'énumération. Il est exact de dire que c'est le comité de lecture du contrat et non pas le comité de négociation du contrat qui est énoncé ici. On dit un comité de lecture du contrat formé de Pierre Saint-Pierre, et là s'ensuit une liste de noms. Donc, c'est le comité de lecture auquel vous avez participé particulièrement, en plus des négociations. Oui. Et le comité de lecture n'était pas composé des mêmes personnes que le comité de négociation. Comme exemple, Vicky Miranda et Sylvie Chabot n'étaient pas impliqués dans la négociation C'est ça. avec SAP et PGS. Et je comprends que votre directrice, à ce moment-là, Mme Chabot, clôt sa note en indiquant que, suite à l'ensemble de ces travaux, la directrice de la gestion de la conformité contractuelle est d'avis que les risques liés à la signature du contrat sont pris en charge par la direction. C'est ce que je comprends. Je vérifie mes notes, M. le commissaire, j'aurais terminé. Je vous remercie. Pas d'autres questions. Rien interrogatoire? Non? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir répondu aux questions. Je le fais avec tous les témoins, puis notamment, moi, je veux avoir votre, excusez-moi l'anglicisme, votre input. Surtout, vous êtes encore à la société, ce que je comprends? Oui. Et vous y êtes depuis... Ça fait 35 ans au mois de juillet. 35 ans, parfait. Alors, comme je le dis à chacun des témoins de commission d'enquête, bien, ça a deux volets. C'est-à-dire qu'on prend une photo avec l'ensemble des témoignages, savoir ce qui s'est passé. Puis, dans mon cas, j'aurais décidé qui savait quoi, là, par rapport autant au sein de la SAC que dans les organismes et ministères concernés. Mais également, la grande importance d'une commission d'enquête, également, c'est de faire un rapport et des recommandations. Et des recommandations, bon, ça appartient au gouvernement, mais souvent, on l'a vu dans le passé, ça a amené des changements, ça a amené des modifications législatives et tout ça. Alors, je laisse la parole surtout à une personne, moi, ça m'intéresse de savoir, là, surtout, là, j'ai pas un cadre devant moi, là, j'ai une personne qui est main dedans, là, puis qui fait le travail, là, comme beaucoup de fonctionnaires, et la majorité font un travail extraordinaire pour le bien public du Québec. Alors, la parole est à vous. Si vous voulez s'adresser, puis c'est pas un interrogatoire, là, c'est vraiment pour le savoir. Là. Puis c'est à libre. Ça fait 35 ans que je suis fier de travailler pour la Société de sciences auto du Québec. Je trouve ça désolant, ce qui arrive. Mais ça prend des réponses pour les prochains organismes qui voudront aller dans le même sens. Écoutez, il y a quelques années, la Société de sciences auto du Québec, c'était un des joyaux du gouvernement du Québec par un bilan routier extraordinaire depuis 40 ans.
faut pas oublier ça dans tout, dans tout le, Regardez, là. dans nos mémoires, mettons. C'est toujours, on jette pas de bébé avec l'eau du Puis, bain. là. écoutez, j'ai hâte d'avoir les résultats de la commission et les recommandations, évidemment. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres ministères là, qui s'intéressent à ça. Là. Ben, tirons-en une bonne leçon, puis que les autres projets aillent bien. C'est ça qu'on souhaite. Ben, merci encore. Merci. Votre témoignage va être fort utile pour la suite des choses. Merci. Bon retour. Merci. Complète? Oui. Alors, suite des auditions à Québec à 9h30 lundi matin, le 9 juin. Bonne fin de semaine. Bon travail, surtout. Fin de semaine.